Alors, Monsieur Garot, première question. Donc, vous êtes arrivé en 71-72 à l'inspection du travail. Et alors pourquoi vous avez fait l'inspection du travail? C'était votre milieu qui prédisposait à ça? Vous êtes né inspecteur du travail? Bon, en fait, j'ai choisi de faire des études secondaires. Après mes études secondaires, j'ai choisi de faire une licence de sciences économiques. Alors, en fait, j'avais choisi la licence de sciences économiques, qui était récente à l'époque, parce que j'aurais voulu faire des lettres, mais je n'avais pas très envie d'être professeur. Donc, au début, j'ai fait sciences éco, mais je n'avais aucune idée de la carrière que j'allais embrasser après. Alors, vous étiez provincial ou vous étiez parisien? J'étais parisien, j'habitais à Sèvres. J'étais né à Versailles et j'habitais à Sèvres. Sciences économiques, il y avait un peu de droit, il y avait en particulier du droit du travail. Et puis à l'époque, je fréquentais l'aumônerie de la faculté de droit de Paris. Et il y avait deux frères dominicains qui étaient un peu emblématiques. Il y avait le frère Burin-Desrosiers, qui est parti au Brésil et qui actuellement il est sous protection policière parce qu'il a milité pour la libération des terres des paysans là-bas. Donc, je crois d'ailleurs qu'il est revenu récemment en France pour des questions de santé, il a 90 ans. Et puis il y avait le frère Raguenès, dont on parle dans le livre de Maurice Clavel, Les paroissiens de Palante, qui était un militant de l'IP, qui a participé à l'affaire LIP. Alors, alors Burin-Desrosiers, à qui j'avais parlé de l'inspection du travail, il m'a fait une petite liste de personnes à voir. Donc j'ai été voir des personnes assez différentes. Je me souviens d'un DRH qui avait voulu être inspecteur du travail, puis il m'avait expliqué que c'était trop balance, ça lui convenait pas, il fallait qu'il s'engage davantage. Il était devenu DRH dans une entreprise aéronautique. Alors, j'avais également des engagements associatifs quand j'étais à la fac. C'était quelle fac? J'étais à la fac de la rue d'Assas à Paris. En fait, j'avais des engagements associatifs, mais qui étaient plutôt en dehors de la fac. J'allais à Nanterre avec des amis et à l'époque il y avait des bidonvilles et on suivait des petits jeunes là-bas et on faisait des cours de rattrapage scolaire. On essayait un peu naïvement de leur faire des sorties culturelles. On les avait emmenés au théâtre. Et puis on avait fait un camp avec eux aussi dans les Pyrénées, qui s'était d'ailleurs pas très bien passé. Mais par cet engagement, je connaissais les familles et puis je me rendais compte d'un certain nombre de choses. Je n'étais pas particulièrement prédisposé à faire ce métier. Mes parents étaient fleuristes et fils de fleuristes. Ils avaient une boutique de fleurs à Paris. Mon père, c'était un autodidacte qui était très cultivé, en particulier en histoire et en français. Il ne faisait jamais une faute d'orthographe. Et ma mère était une artiste. Vraiment, c'était quelqu'un qui faisait des compositions florales très belles, qui a été artiste jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, même dans sa manière de vivre. Et quand je leur ai dit que je voulais faire l'inspection du travail, mon père m'a dit tu en reviendras. Bon, il détestait les contrôles quand il était commerçant, et bon, pour lui c'était pas un métier pour moi. Donc j'ai quand même persévéré, et j'étais rentré à la Banque de France tout à fait par hasard, parce que mon frère avait un ami expert qui était dans l'entreprise et qui était un ancien directeur de la Banque de France. Donc je suis rentré à la Banque de France, je suis resté 1 an, j'ai passé le concours d'entrée dans l'encadrement, j'ai réussi, et puis quand j'ai réussi, je suis parti. Ils ont essayé de me retenir, mais bon, j'ai passé le concours d'inspection, voilà. Alors ça, c'était quelle année alors? La Banque de France, c'était 1969. D'accord. Puis il y avait eu les années de 68. Bon, j'y avais participé sans être un élément moteur, mais enfin j'ai participé à des manifestations, j'ai participé à des groupes de réflexion, et ça m'a conforté dans mon envie de faire l'inspection du travail. Je suis parti au service militaire en Afrique en 70-71.
là, j'étais chargé de la formation de petits cadres moyens qui avaient réussi un concours pour avoir des rôles un peu plus importants dans les arrondissements du Sénégal. Alors c'était une formation qui était pour moi surtout sur le côté économique, mais j'allais voir les stagiaires chez eux. Donc j'étais au Sénégal, j'ai fait le Sénégal du nord au sud et d'est en ouest plusieurs fois. Et puis alors quand je suis revenu, je n'étais pas encore au moment de la formation, et on m'a envoyé sur un poste d'inspecteur stagiaire sur vacances d'emploi, un titre un peu bizarre, en Haute-Marne. Et là, j'ai fait 4 mois d'inspection du travail avec un contrôleur. Bon, c'était un contrôleur qui n'était pas un nerveux. En général, vers 4h, 4h30, il me disait, bon, on a assez travaillé, on revient. Mais bon, j'ai fait les coutelleries de nos gens en Vassigny, et j'ai dû sans doute faire des remarques qui n'ont pas plu. Parce qu'un jour, mon directeur du travail m'a dit, bon, vous ne sortez plus. Donc à partir de ce moment-là, je suis resté au bureau, et j'ai donné ma démission parce que, en même temps, je faisais un DES de sciences économiques, et il fallait que je choisisse un sujet. Alors j'ai choisi comme sujet les accidents du travail dans la construction de l'aéroport de Roissy en France. Ah oui. C'était le début de la construction de l'aéroport. Alors j'ai commencé par me faire jeter en y allant, et puis après j'ai été intronisé par l'inspecteur des transports qui bizarrement contrôlait le chantier. Normalement ça aurait dû être l'inspecteur généraliste. Et là j'ai été très bien reçu, et j'ai fait des enquêtes. J'ai établi en particulier des corrélations entre les accidents du travail et le temps de travail. Bon, le temps de travail à l'époque dans le bâtiment et dans ce genre de construction absolument à finir pour je suppose, une date fixe, c'était 50 heures, c'était... C'était parfois 60 heures. 60, parfois plus. Mais les corrélations, enfin j'avais fait des courbes, et on voyait que quand la durée du travail montait, le taux de fréquence et le taux de gravité montaient aussi. Bon, il y a eu quand même quelques accidents graves, il y avait des conditions également de logement qui n'étaient pas admirables. Et donc j'ai travaillé pendant toute mon année de formation à ce mémoire. Alors ça, c'était la formation à quoi, excusez-moi? C'était pas encore l'INT, encore l'INT. Alors j'étais en même temps, si vous voulez, j'étais en même temps au centre de formation des inspecteurs du travail. Et puis j'étais à la fois en formation d'inspecteur du travail, et j'étais à la fois à l'université. Voilà. Ça, c'était possible à l'époque? Ben, c'était possible, disons que je n'en parlais pas trop au centre de formation des inspecteurs du travail, mais c'était tout à fait possible. Tout à fait possible. Bon, d'ailleurs, j'ai bien réussi mon DES, puisque j'ai même eu une mention. J'ai eu 16 à mon mémoire. Et après, il y a eu l'affaire Chaperon. Et on a beaucoup parlé des accidents du travail. Et je me suis trouvé en 1976 à un colloque à Grenoble sur les accidents du travail. Et le professeur Bartoli, qui était mon directeur de mémoire, a fait une intervention en citant des passages entrés de mon mémoire, mais sans savoir que j'étais là. Enfin, d'ailleurs, honnêtement, il a dit que... Il m'a cité, il a cité mon mémoire, puis après j'ai été le voir, il était très content de me revoir, et on a discuté ensemble de cette question des accidents du travail. Et vous l'avez toujours, ce mémoire? Oui. Bon, et vous m'en donneriez un exemplaire? Enfin, m'en prêteriez un exemplaire que je le photocopie? C'est possible. Pour qu'on puisse éventuellement le mettre sur les C'est possible, je l'ai même ici. Bon. Non, mais parce que c'est... Vous avez vu que je fais un site sur les archives de l'inspection? Non, vous n'avez pas vu? Oui, oui. Ouais. J'ai vu ça. Et donc, bon, pour l'instant, il y a à peu près 1000 documents, quoi. Mais tout ce qui tourne autour, tout ce qui... Sur les accidents du travail, on n'a pas... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est quelque chose qui est non dit chez nous, je ne sais pas pourquoi. On verra. Mais oui, bah oui, si ça ne vous gêne pas, hein, c'est... Bon, c'est un travail universitaire, donc ça peut... Autrement, il restera dans le tiroir. Oui.
voilà, Ouais, c'est sûr. où il est chez vous. Et C'est sûr. je pense pas que, enfin, il y en a peut-être 3-4 exemplaires à travers la France, quoi. Donc c'est dommage que entre guillemets, ça disparaisse, sauf à trouver quelqu'un qui Voilà. tombe dessus. Mm. Donc, Oui, non, mais c'est possible. Il n'y a pas et de donc, difficulté. alors, je reviens sur notre sujet. Donc, vous faites les deux en parallèle. Mais vous m'expliquez pas trop quand même pourquoi vous êtes allé à l'inspection. Bah, Hein? C'est presque un. Enfin, vous avez passé que ce concours. alors, C'était votre. Parce que, bon, vous avez rencontré deux Dominicains, vous avez été. engagement associatif. Voilà, et puis, bon, ça pourrait être juste dans. Enfin, vous pourriez être inspecteur d'AS, qu'on appelait à l'époque, ou ce genre de choses. Et c'est. Pourquoi le monde du travail? Pourquoi cette. Non mais. Euh, Il y a peut-être pas de raison sur le fond, hein. Enfin, c'est peut être aussi un concours de hasard, enfin pas de hasard, mais je sais pas. bah, Parce que ah, vous étiez un militant associatif, vous n'étiez pas encore militant syndical, vous êtes passé vite sur 68. Alors est-ce que c'est ça, 68, qui vous transforme, qui vous bouleverse par exemple, je sais pas moi, étudiant, ouvrier, il y a eu des relations plus ou moins difficiles. Est-ce que c'est. Bon. ouais. 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 Je pense que, enfin, j'ai parlé de mon engagement associatif. Euh, je pense que de voir des personnes qui étaient passées directement du douar à l'usine, qui Mm. venaient du Maghreb, qui Mm. étaient dans des conditions vraiment très difficiles, de voir le milieu culturel également des enfants qui n'arrivaient pas à l'école, voilà, tout ça peut-être pas directement relié, mais euh, quand même, je me suis quand même rendu compte que la question du travail et la question du contrôle Mm. du travail était quand même une question importante. Euh, 68, ça n'a pas été forcément très lié aux questions de travail. C'était plutôt une question de société. Une société qui était malade, qui avait besoin d'autre chose. Mais bon, disons que c'était cohérent. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas une vocation particulière quand j'ai commencé mes études. Et puis peu à peu, je me suis dit qu'une action sur le monde du travail était quand même quelque chose qui m'intéressait. Parce que je pouvais être acteur et je pouvais changer les choses. Je pouvais, enfin, vous savez, peut-être avez-vous eu la même impression, mais quand on commence l'inspection du travail, on a l'impression un peu, peut-être, c'est peut-être faux, mais on a l'impression qu'on peut être un démiurge de quelque chose de nouveau. On a l'impression qu'on va pouvoir changer les choses. Alors, bon, après on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe et on devient peut-être un peu plus modeste, mais je pensais que c'était un métier où je pouvais m'engager en faisant quelque chose, dans un domaine qui finalement m'intéressait, hein, et où je voyais enfin, un certain nombre de ravages par mes différents engagements. Donc c'est peut-être ça qui m'a poussé à le faire et qui m'a conforté dans cette action. Mm. Donc, alors, à l'INT, donc, parallèlement, vous faites votre mémoire. Et alors, à l'INT, vous êtes avec quel type de collègues? Des gens qui sont comme vous, c'est-à-dire avec une certaine conviction? Vous êtes avec des gens qui sont là un peu par hasard? Vous êtes avec. C'est là où vous rencontrez des gens qui, encore aujourd'hui, sont des gens importants pour vous? Enfin. Ouais. Bah, à l'INT, on était une quarantaine. Hmm. Il y avait trois femmes. C'était qui? Il y avait Chantal Vermersch, il y avait Madame Vétillard, et puis il y avait Françoise Fabrice Partridge. Euh, bon, je reviendrai un peu sur ces. Parce qu'on a eu l'autre jour
une conférence sur les inspecteurs femmes. Je reviendrai, bon, je n'ai pas voulu intervenir l'autre jour, mais bon, je peux peut-être tout de suite le dire. On avait une jeune fille qui s'appelait Chantal Vermersch et qui voulait aller à Dunkerque, parce qu'elle était de Dunkerque. Et Dunkerque, c'était un des postes les plus difficiles de l'inspection du travail. C'est pour ça d'ailleurs que les inspecteurs en poste ne voulaient pas trop y aller, parce que c'était un poste où on était quand même bouffé, pour dire les choses un peu crûment. Alors c'était la raffinerie, il y avait Usinor. Usinor, oui. Usinor à Soissons était une entreprise qui aurait pu occuper un inspecteur du travail. Il y avait beaucoup d'accidents du travail, il y avait des syndicats qui étaient très combatifs, et c'était une entreprise qui était très difficile. Et alors, le ministère n'a pas voulu que cette jeune fille y aille. Je ne pense pas forcément qu'ils avaient tort, d'ailleurs. Mais par contre, ils y ont envoyé un jeune inspecteur homme qui a fait ce qu'il a pu, donc c'était quelqu'un d'assez militant, mais il a eu vraiment des gros problèmes. Il y a eu vraiment des très gros problèmes. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un peu léger du côté du ministère de permettre que des postes d'une telle difficulté soient donnés à des jeunes inspecteurs quand ils sortaient de l'inspection. Je pense qu'il fallait vraiment y envoyer des gens plutôt aguerris. Et là, c'était un peu une solution de facilité. Comme personne ne voulait y aller, on y envoyait des jeunes inspecteurs. Bon, le poste de lance, d'ailleurs, était aussi un poste difficile, mais ce n'était pas peut-être la même difficulté. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, bon, je me suis trouvé avec une quarantaine de collègues dont certains étaient... Enfin, ceux qui avaient été nommés, c'était au 6e ou au 10e, je ne me souviens plus, les 4 contrôleurs. C'était des gens qui étaient déjà très aguerris, qui avaient 50 ans ou plus, qui étaient respectés par nous, puis en même temps qui donnaient un certain élément de pondération. Et c'était des gens il y en avait un qui parlait bien, qui était de l'Ardèche, il avait un accent, quand il parlait, on l'écoutait. Et c'était des gens qui nous donnaient une impression de l'inspection, une idée de l'inspection qui était peut-être un peu plus réaliste que celle qu'on avait. Autrement, ben, on avait des personnes assez différentes. Il y avait une section, du SNIT, il y avait une section de la CFDT, il y avait une section de la CGT. Donc il y avait plusieurs affiliations syndicales. Et bon, disons que c'était une période, juste après 68, où il y avait des gens qui avaient quand même des convictions assez fortes. Il y avait, pas tous, mais il y en avait quand même une grande partie qui avait de fortes convictions. Alors, à l'époque, l'INT n'existait pas, ça s'appelait le SFITMO, le Centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre. On n'était pas loin d'ici d'ailleurs, et on était dans ce qu'on appelait une cave, parce que c'était vraiment des locaux qui étaient très sombres, c'était pas terrible au point de vue locaux, et les collègues qui étaient provinciaux, ils habitaient, en général, ils n'étaient pas toujours d'ailleurs très bien logés. Ça avait quelque chose de sain par rapport à ce qui se passe à l'INT, parce que les gens avaient une vie à côté, mais c'était un peu par affinité, donc parfois on sortait ensemble, on avait des sorties culturelles, il y avait des activités associatives aussi communes pour certains. Donc il y avait les provinciaux à Paris, puis il y avait les Parisiens, et disons que c'était pas ce côté bouillon de culture de l'INT qui était parfois un peu pénible, où les gens s'excitaient un peu les uns les autres. Je trouve que finalement c'était pas mal d'avoir ce centre à Paris. Mais la formation ne durait qu'un an, et c'était une formation quand même qui était... Alors on avait des intervenants, certains n'étaient pas mauvais, mais c'était quand même encore assez livresque. Et on avait peu de stages. J'ai fait un petit stage de 15 jours pour découvrir les services à Tours, et puis j'ai terminé par un stage avec Madame Reverdy, qui m'avait beaucoup impressionné, à Aulnay-sous-Bois. Elle était déjà à Aulnay. Elle était à Aulnay, et elle m'avait beaucoup impressionné parce qu'elle était extrêmement investie. Elle venait de se marier, mais
contrôleur avait dit elle va peut-être un peu baisser le rythme, mais non, elle était toujours aussi investie. Et elle m'a fait visiter des entreprises. Je me souviens en particulier il y avait des pains Jacquet, il y avait des toilettes qui donnaient dans les ateliers. Enfin, c'était des conditions qui étaient vraiment. Et Christiane Reverdy intervenait avec pugnacité, mais en même temps, elle se basait toujours sur les textes. Elle était très, très, très rigoureuse. Je me souviens aussi d'avoir été. Il y avait l'affaire du talcum orange à l'époque. Talcum orange qui avait. Il y avait des petits bébés qui avaient eu des maladies parce que ce talc était plus ou moins cancérigène. Et on avait une entreprise qui fabriquait ce talc. Et on avait contrôlé, et elle avait fait pas mal d'observations. Enfin voilà, Ça, c'était aussi vers Aulnay, là. Oui, c'était à Aulnay. D'accord. Alors, à l'époque, on était assez mécontents de cette formation parce qu'on trouvait qu'on n'était pas assez mis en situation. Donc là, j'ai fait partie d'une commission pédagogie. Une commission pédagogie, on était quelques-uns à réfléchir et on a proposé quelques modifications, et en particulier d'avoir davantage de stages, des stages en entreprise. Et c'est peut-être pas par nous, mais enfin ça a été un des éléments. Le stage ouvrier est quand même arrivé quelques temps après. Et nous, on avait cette année de formation, à part les 2 stages qui étaient des stages dans les services, on n'avait vraiment pas beaucoup d'immersion dans le monde du travail. D'accord. Il y avait des collègues qui venaient vous faire des formations ou c'était plutôt des extérieurs? Alors, il y avait à la fois des collègues, il y avait des gens du ministère. Je me souviens de M. Pierson, qui était je crois qu'il était directeur régional, qui faisait un enseignement sur l'hygiène-sécurité. On avait un enseignement d'électricité également qui était donné par un ingénieur qui était très compétent. Et moi, ça me passait un peu au-dessus de la tête parce que l'électricité, j'avais du mal à comprendre. Et puis il y avait M. Brechevin qui lui faisait tout ce qui était machine, bâtiment. C'était un peu le professeur Nimbus. Il était des explications qui étaient sans doute très pertinentes, mais je n'arrivais pas toujours à comprendre. Alors je dois dire que je me suis surtout investi dans mon mémoire sur les accidents du travail. Je faisais partie de la commission pédagogie. Tout le monde pensait que j'étais un bosseur au centre de formation des inspecteurs, et au classement final, j'ai pas été très bon, parce que j'ai beaucoup travaillé à l'université, mais sans doute pas suffisamment ensuite bon. Aussi, bon, de toute façon, on s'est répartis après les postes entre nous. Oui, c'est ça, c'était déjà la commission des sages? Voilà, il y a une commission des sages. Ça existait avant vous, ou c'était votre première initiative à vous? Je me souviens pas. Je ne me souviens pas de ça. Je me souviens qu'à un moment donné, on a décidé de faire une commission des sages. Est-ce qu'il y en avait eu avant? Je ne sais pas. Non, mais c'est une vieille... Et la commission des sages a rendu des arbitrages qui ont tous été acceptés, sauf un. Il y a un collègue qui n'a pas joué le jeu. Il ne nous a pas dit pourquoi, d'ailleurs. On a compris après. Mais, oui, c'était quoi le après? Il voulait faire l'ENA. Il voulait rester à Paris, il ne voulait pas partir. D'accord. Et il a fait l'ENA? Il a fait l'ENA. Bon. Ouais. Et après, vous l'avez retrouvé? Oui, je l'ai revu après, parce qu'il a eu un circuit qui était un peu différent du nôtre. Je l'ai retrouvé comme... il est devenu inspecteur général de l'éducation nationale. Et il s'est trouvé qu'on m'a demandé de participer à des jurys pour les chefs d'établissement, parce qu'il voulait avoir quelqu'un de l'extérieur. Et je l'ai revu à ce moment-là. Voilà. D'accord. C'était pas Antoine Mattei? Non. D'accord. Voilà, donc excusez-moi de revenir sur Dunkerque et sur l'affectation de Mme Vétillard. Vermersch. Vermersch, pardon. C'est pas parce qu'elle était une femme, c'est que c'était autre chose. C'était qu'elle n'était pas forcément peut-être si convaincue ou si... Parce que... Je pense qu'elle était convaincue, si c'était une personne qui était militante. On lui a donné un poste d'ailleurs qui n'était pas très loin de Dunkerque, parce qu'elle a eu Béthune.
où elle est restée d'ailleurs très longtemps. Mm. Non, mais je pense qu'en fait, c'était... C'est le manque d'expérience, quoi. Mon point de vue, c'est de dire que ce poste n'aurait pas dû être donné à un jeune inspecteur ou à une jeune inspectrice, mais le choix entre celui qui a été et elle, je pense qu'il était relativement normal, parce que je pense que franchement, c'était un poste où il a eu sans doute quelques difficultés. D'accord. Donc, un poste à Dunkerque, un poste à Béthune, un poste à Lens, donc il fallait renforcer le Nord, Pas-de-Calais, quoi. Ouais. C'était un endroit où il n'y avait pas grand monde. Là, c'était... Alors, je pense que c'était pas le seul endroit, mais enfin, le Nord à ce moment-là et le Pas-de-Calais, c'était des régions qui étaient assez difficiles. D'une part, il y avait des très gros établissements, parfois socialement difficiles, et pas simplement socialement d'ailleurs, mais même au point de vue d'hygiène et de sécurité, c'était souvent des postes assez difficiles. Et en plus, c'était des sections lourdes, c'est des sections très lourdes. À Lens, on avait quand même plus de 60 000 salariés. Et je pense qu'il y avait à peu près entre 160 et 170 entreprises de plus de 50. Oui, donc c'était quand même des sections lourdes. Je pense qu'on va peut-être y revenir après, parlons du poste de Lens. On peut en parler tout de suite si vous voulez. Alors, vous avez été accueilli comment à Lens? Lens, je succédais à une inspectrice qui était assez emblématique, puisque c'était Geneviève Rendu. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller la voir avant d'être affecté. Donc elle m'a décrit sa section, elle m'a indiqué quel était le travail, quel était le type d'entreprise sur lequel j'allais tomber. Et bon, c'est pas arrivé à tout le monde de pouvoir voir l'inspecteur prédécesseur. Et j'avais apprécié ce contact parce que c'était quand même quelqu'un d'une part de très compétent, et puis c'était quelqu'un aussi de très clair sur ce qu'elle me disait des entreprises. Et bon, ça m'a servi. Elle m'a demandé, est-ce que tu veux que je te caractérise les entreprises, que je te dise quelles sont... Je dis oui, bien sûr. Parce qu'elle me dit, tu peux aussi vouloir découvrir par toi-même. Et puis là, elle m'a fait une description assez objective des entreprises. J'avais une petite liste, donc je notais. Et bon, je pense que ça m'a servi, même si la découverte personnelle est toujours quand même quelque chose d'indispensable et d'unique. Voilà. Donc, je suis arrivé à Lens. En fait, c'était pas... Si j'avais eu à choisir, je serais resté en région parisienne. Et comme j'étais célibataire, bon, je me suis plié aux règles du jeu et je suis parti à Lens. Et vous y êtes resté combien de temps? Alors, je suis resté 4 ans. 4 ans. 4 ans, mais j'ai pas regretté. J'ai pas regretté. C'était même une région à un moment quand même très particulier, c'était le moment de la reconversion des mines. Donc il y avait quand même le groupe CDF Chimie qui avait une très grosse influence à la fois pour les entreprises qui appartenaient au groupe CDF Chimie, puis à la fois par les entreprises qui s'étaient mises en place, qui n'étaient parfois pas du tout dans ce secteur. Il y avait par exemple beaucoup de transformation des matières plastiques où étaient affectés des mineurs. Donc il y avait toute cette question de reconversion. C'était un moment aussi où il y avait encore pas mal d'entreprises textiles, entreprises de l'habillement, il y avait des entreprises chimiques, il y avait des entreprises métallurgiques, il y avait pas mal de bâtiments, il y avait beaucoup de chantiers aussi intérieurs aux entreprises. Et c'était également une terre très exigeante pour l'inspection du travail. On vous demandait d'intervenir avant les conflits du travail parfois. Alors, qui ont? Les organisations syndicales et parfois les employeurs. Quand il y avait des différends, ils vous demandaient d'intervenir.
ça m'est arrivé plusieurs fois d'intervenir avant des conflits. Et puis on intervenait aussi beaucoup après les conflits. J'avais une 50aine de réunions paritaires par an. Donc c'est quand même beaucoup, je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs. Au début, je n'avais pas trop l'expérience et quand je suis arrivé à Lens en 73, après ma formation, il y a un conflit qui a éclaté dans ma plus grosse entreprise, Béguincet. Et le directeur du travail n'était pas à son poste à ce moment-là. En général, il aidait l'inspecteur pour un certain nombre d'entreprises un peu difficiles, parce qu'il aimait beaucoup les conflits. Mais là, j'étais tout seul. J'étais un peu perdu parce que je ne connaissais pas l'histoire syndicale de l'entreprise. Il y avait une CGT qui était double, il y avait une CFDT qui était très très pugnace, il y avait également FO. Bon. Et j'ai eu un peu de mal au début. J'ai eu un peu de mal. Là, c'était pour intervenir pendant le conflit? Oui, c'était pendant le conflit. Et pourquoi vous vouliez intervenir pendant le conflit? Parce qu'on m'avait demandé. Et alors, c'était qui le on encore? C'était le C'était préfet, là? Alors là, en général, dans une entreprise comme Béguin, c'est à la fois le patronat et les organisations syndicales qui vous demandent à un moment donné de faire une réunion paritaire, ou bien c'est les organisations syndicales, et à ce moment-là, vous demandez aux patrons s'ils sont d'accord pour qu'on puisse organiser cette commission paritaire. Donc là, je crois me souvenir qu'il y avait une demande conjointe, il y avait un conflit assez important. D'accord. Et là, vous aviez quel âge? J'avais quel âge? J'avais 27 ans. 27 ans. J'ai pas tellement d'expérience du milieu industriel, donc c'est vrai que ça avait été un peu dur. C'était des réunions qui se prolongeaient jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Donc vous faisiez arbitre? Oui, mais enfin, pas avec beaucoup de talent, parce que j'avais pas beaucoup d'expérience. Alors j'avais un directeur du travail qui était un vieux militant SFIO, la pipe à la bouche toujours. Et bon, il m'a parfois il me demandait si j'avais besoin d'aide. Et plusieurs fois, il m'a aidé dans des conflits, mais il était vraiment, alors lui, il était excellent. C'était quelqu'un qui savait à la fois écouter, puis qui en même temps avait un peu de capacité de bluff, et il réussissait parfois à des accords qui étaient très intéressants. Il est resté à Lens, bon, je suis resté 4 ans, il a dû rester 2 ou 3 ans, et j'ai regretté quand il est parti, parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment du talent. D'accord. Il s'appelait comment, cet homme-là? Il s'appelait Guy Chaillet. Guy Chaillet. Je crois qu'il était. Ah oui, Guy Chaillet, bah oui. Je crois qu'il était fils d'ailleurs d'un ancien inspecteur général de l'inspection. Je crois qu'il avait dû être militant. Je pense qu'il avait eu des responsabilités dans une mairie socialiste, en région parisienne. Il était très bien à Arras parce qu'il était vraiment dans la note du pays, quoi. Oui, oui, c'était le fils d'Eugène Chaillet. Voilà. Jeanne. Eugène Chaillet. Eugène Chaillet. Oui. Ouais. Il y a un petit livre qui est fait sur lui, si vous voulez, je vous le C'est passerai. le père. Voilà. Tout à fait. Qui a commencé en 29 ou quelque chose comme ça, et qui a fini en 55 ou... je sais plus. Mais effectivement, il était militant SFIO. Aussi, le père. Bon. Donc Béguincet avec un gros conflit et une tentative de conciliation ou d'arbitrage. Finalement, on y est arrivé quand même. Mais bon, c'était... D'accord. Quand vous arrivez dans une section, c'était juste au début, juste quand je suis arrivé. Juste. C'était mon baptême du feu. Ouais. Et donc, vous avez conquis la confiance des représentants du personnel. Bon, chez Béga, c'était particulier. Béga, c'était particulier. Bon, disons que c'était une entreprise où, je vais être franc, je n'aimais pas trop aller parce que c'était compliqué. C'était très compliqué. On avait du mal à comprendre. Il y avait parfois, je l'ai dit tout à l'heure, des conflits, même à l'intérieur des organisations syndicales. Et c'était... Alors,
il y avait aussi des très grosses questions de sécurité parce qu'il faisait à la fois le sucre, mais également il y avait une cartonnerie avec des machines qui étaient extrêmement dangereuses, pas toujours très bien protégées, il y avait du bruit, enfin, c'était une entreprise où il y avait du boulot sur le plan hygiène sécu. D'accord. Donc ça, c'était avec le décret de 1913 toujours. Oui. Donc peu de moyens, quoi, juridiques. Oh, il y avait quand même des moyens juridiques, il y avait quand même des mises en demeure qui pouvaient être faites, des observations, des mises en demeure, éventuellement des procès-verbaux. Je ne pense pas avoir fait de procès-verbaux d'ailleurs chez Belgacé. Mais c'était, il y avait des accidents, relativement souvent. J'avais également Penaroya, très grosse entreprise également avec la métallurgie du plomb. Alors là, c'était une entreprise où j'intervenais davantage parce qu'il y avait à la fois des problèmes internes, mais il y avait un médecin du travail qui était un médecin un peu chimiste. Et il y allait à base d'analyse de sang. Et dès que les ouvriers avaient un taux ça s'appelait l'acide delta-vinolévinique, je crois, dès que le taux dépassait 80, ils étaient retirés des ambiances de plomb. Et puis s'ils étaient à 60, ils surveillaient davantage. Donc il y avait tout un contrôle quand même qui était très, très sérieux. Mais là, il y avait... Un contrôle a posteriori. Bah, ils ont la plombémie, ou presque, mais en amont... Non, parce que c'est quand même un contrôle préventif, dans la mesure où il y avait un contrôle qui était fait, mais je crois que c'était tous les 2 ou 3 mois. Donc on voyait quand même quand ça montait, et à partir de là, il y avait une surveillance plus particulière qui était... Mais c'est la surveillance post-exposition, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y avait les moyens juridiques de s'attaquer à l'exposition elle-même, au plomb. C'est-à-dire que la question, c'était quand même de faire de la prévention, puis d'aspirer les vapeurs à leur point d'émission. Bon, mais malgré tout, on n'y arrivait jamais totalement. Et puis il y avait aussi les questions d'hygiène, il fallait se brosser les mains, enfin il y avait tout un tas de recommandations qui étaient obligatoires. Mais le fait d'avoir ce contrôle sur la base d'analyse de sang était quand même intéressant parce que, si vous voulez, il y avait quand même une exposition dont l'évolution était perceptible. On voyait les gens qui montaient, et à partir de là, ils avaient un contrôle, c'était plus tous les 3 mois, mais tous les mois. Et à partir du moment où ça montait trop, à ce moment-là, on faisait une analyse pour savoir pourquoi ça montait. Est-ce que c'était le poste? Est-ce que c'était des questions d'hygiène? Enfin, bon. Et je pense qu'il y avait une vraie volonté quand même de prévention, mais dans des conditions de travail qui étaient quand même relativement difficiles. Alors, il y avait un responsable de sécurité qui était un ancien officier de marine, et qui était vraiment, c'était quelqu'un qui avait le sens de la sécurité. Et il m'avait demandé à l'époque si j'étais d'accord pour mettre en place un CIHS, parce qu'il y avait des entreprises qui étaient également exposées d'ailleurs parfois au risque. Et lui avait la crainte des accidents, puis il avait la crainte également de l'intoxication des ouvriers. Donc on avait mis en place ce CIHS et... Alors à l'époque, il n'y avait pas de CHS, hein, c'est 82. Le CIHS. Il y avait le CIHS, donc... Il y avait un CHS. Oui. Et il y avait en plus un CIHS qui était pour les entreprises extérieures. Ah oui, d'accord. Et le responsable de sécurité avec qui je m'entendais assez bien, quand il n'arrivait pas auprès des entreprises extérieures à faire appliquer les règles de sécurité, il m'envoyait un coup de fil, il me disait ce serait bien que vous fassiez un contrôle à tel endroit. Donc on travaillait quand même en confiance, il savait que je n'abuserais pas de sa confiance, et en fait on arrivait ainsi à avoir quand même des résultats et des mesures permettant quand même d'avoir un minimum de prévention. Voilà. Enfin c'était une entreprise par contre où j'aimais bien aller, parce que c'était un travail à la fois efficace, et puis avec des représentants du personnel comme
même les dirigeants d'entreprise jouaient quand même relativement bien le jeu. D'accord. Alors vous aviez des contrôleurs du travail avec vous? J'avais 2 contrôleurs du travail. J'en avais un qui était ancien, qui aurait pu être inspecteur du travail, qui était parfois chargé d'ailleurs de conflits du travail dans les petites entreprises. Il était assez habile, il était bien connu et il réussissait assez bien. Puis l'autre était un plus jeune contrôleur. Malheureusement, ils ne s'entendaient pas entre eux, mais bon, ils se complétaient. Puis j'avais également une secrétaire qui avait un grade de contrôleur. Et elle était à la fois chargée du secrétariat, mais elle faisait aussi du renseignement du public. Elle était handicapée physique et parfois l'après-midi, elle était un peu énervée. Elle ne savait pas toujours les choses très bien. Il aurait fallu un service de renseignement, mais à l'époque, il n'y avait pas. À l'époque, je n'en avais pas. Et j'étais en section détachée, donc j'étais tout seul dans une petite maison à côté de la gare de Lens. J'avais également ce qu'on appelait les services de main-d'œuvre à l'époque. C'était la gestion des dossiers de chômage, qui étaient beaucoup moins importants que nous l'ont été après. Et à l'époque, c'était traité par la direction du travail. Donc on avait une petite équipe, on était 7 ou 8. À l'inspection du travail, j'avais une dactylo, une secrétaire, 2 contrôleurs, on était 5. Il y avait même un petit peu plus, il devait y avoir 5 personnes en haut, on était une dizaine au total. À 27 ans. À 27 ans, oui. Bien. Et donc arrive le fameux accident d'un intérimaire dans une entreprise de... Peut-être avant d'y arriver, je pense que j'aimerais parler aussi des conditions qu'on avait à l'époque dans un département comme le Pas-de-Calais, parce que, si vous voulez, il n'y avait pas l'INT. Et du fait qu'il n'y avait pas l'INT, on faisait de l'auto-formation. Et ça, c'est intéressant de noter quand même qu'à cette époque, on se réunissait à Béthune pour l'ensemble des sections du Pas-de-Calais avec les inspecteurs et les contrôleurs. Et là, on échangeait entre nous sur les difficultés qu'on avait dans notre travail. Et à partir de là, on se bâtissait des petits mématos, vous voyez, qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de plancher, de travailler une question, soit sur les salaires, soit sur les congés. Et puis, on en parlait entre nous et on s'auto-formait en quelque sorte entre nous. Et en même temps, ça permettait de donner une certaine cohérence à notre action. Et puis en plus, c'était quand même agréable de se voir de temps en temps, parce que quand vous êtes en section détachée, vous êtes quand même un petit peu seul. Et le fait de voir des collègues comme ça une fois par mois, c'était important. On mangeait ensuite ensemble. C'est inimaginable. Oui, mais enfin, finalement, c'était relativement efficace quand même. C'était relativement efficace, même si ce n'était pas une formation donnée par un centre de formation. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette période-là, parce que je trouve que ça nous obligeait quand même à travailler un peu entre nous, et puis c'était quand même... Oui, ce qui est extraordinaire, c'est l'isolement plutôt. C'est ça que vous voulez dire. Ben oui, mais ça permettait de le combattre, l'isolement. Oui, mais tout à fait, mais... Vous étiez... même que ça combattait même l'isolement intergénérationnel, parce qu'on avait toujours un vieil inspecteur qui arrivait à la fin de nos réunions, qui était à la retraite, et ça se terminait par les anecdotes de ses contrôles quand il était à l'inspection du travail. Donc il y avait un aspect qui était sympathique et qui avait en plus une certaine efficacité. D'accord, mais c'était quand même l'isolement 29 jours sur 30, quoi. Oui, enfin, sinon qu'on pouvait toujours appeler le directeur du travail. Bon, il y avait de temps en temps des réunions à la direction du travail. Le directeur du travail était le directeur départemental. Oui, le directeur départemental. Il n'y avait pas de hiérarchie intermédiaire. Non. À l'époque, on n'avait pas de directeur adjoint. Non, mais votre DD était votre voilà. N+1, quoi. Voilà. Ça, c'est loin, enfin,
par rapport à aujourd'hui, C'était une période charnière, puisque en fait, c'était pas la région qui pilotait non plus, c'était le alors, département. à la région, on avait des réunions trimestrielles, Mm. à peu près. Donc là, c'était le directeur régional qui nous réunissait. Enfin, en général, c'était des réunions qui étaient assez administratives. C'était également des réunions où on faisait un espèce de palmarès, disant il y en a qui font pas assez de contrôle, il y en a qui sortent pas assez. Bon, Mm. c'était un peu également des réunions où on essayait de galvaniser un petit peu les gens parce qu'on faisait sortir les gens, ce qui était bien d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est vraiment un métier où il faut beaucoup sortir. Et moi, j'ai jamais eu de problème de nombre de sorties parce que je sortais beaucoup. Mm. Et alors, on avait également à ce moment-là une présentation des textes. Bon, ça, c'était un peu administratif. Il y avait les nouvelles circulaires, les nouveaux textes qui étaient présentés régionalement. Et puis, ça permettait aussi d'avoir une certaine peut-être convivialité régionale. Ça se terminait en général par un bon repas à la section restauration de l'AFPA. Il y avait même la secrétaire du DR souvent qui chantait un opéra. Enfin, c'était une ambiance qu'on n'a pas retrouvée après. Enfin, c'était quand même c'était assez familial finalement, c'était pas désagréable. Bon, alors les moyens matériels, vous aviez une voiture de fonction, vous étiez... Quand je pose la question, je connais la réponse. Hein. Vous n'aviez pas grand-chose, quoi. À l'époque, il y avait eu un article, je crois que c'était dans l'Expansion, qui s'appelait Les shérifs en 2 chevaux, sur l'inspection du travail. Moi, j'avais effectivement une 2 chevaux. J'ai eu 2 chevaux, j'ai à la fin une 2 chevaux 6. Non, on n'avait pas des moyens exceptionnels. Et en moyen de documentation et des choses comme ça, vous faisiez votre propre... C'était pas terrible non plus. C'était pas terrible. On avait le code du travail, on devait recevoir quelques revues à peine. Non, on n'avait pas grand-chose. Vous avez le Plouillette, peut-être? Oui, je crois qu'on avait le Plouillette. Oui. On avait le Plouillette. On avait le Plouillette, on avait le Code du travail. On avait peut-être une ou 2 revues juridiques qui passaient, mais on n'avait pas grand-chose. Et donc, comment on fait là quand... On se débrouille. Oui, mais comment? Oui. Je vous ai parlé des réunions de formation. Autrement, on s'achetait aussi parfois des revues nous-mêmes. Non mais je sais pas, par exemple, vous auriez eu un accident mortel avec un ascenseur, vous auriez fait comment? À ce moment-là, on pouvait quand même poser des questions au niveau régional. On avait des personnes qui étaient un peu plus spécialisées au niveau régional dans la documentation. Et il était possible à ce moment-là d'avoir quand même des éléments complémentaires. D'accord. Donc tout ça par téléphone? Par téléphone, par envoi. Oui, par correspondance après. C'était... tout ce qui est documentation, ça s'est beaucoup accru après, mais à cette période-là, c'était pas vraiment un souci qui était vraiment très organisé. Donc c'était extrêmement artisanal. C'était plutôt artisanal, oui. Oui. On peut dire ça comme ça. Enfin, je sais pas, mais il n'y avait rien de... Il y avait rien de standardisé, rien de... Chacun faisait ses mises en demeure, il n'y avait pas de modèle, enfin bon, je suppose que... Ah si, il y avait quand même des... Si, il y avait quand même des modèles. Il y avait... à l'époque, il y avait... Je crois que c'était M. Bois qui avait, sur le plan national, fait des PV types. Donc on avait quand même des procès-verbaux types. On avait quand même quelques éléments comme ça qui nous venaient du ministère. On avait quand même les circulaires principales. Et puis on pouvait également demander des éléments sur le plan régional. Mais, bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu à l'époque ce qu'on a maintenant, ça c'est vrai. C'était une inspection du travail qui était, vous dites artisanale, mais c'était sans être artisanale, disons qu'il n'y avait pas de
de fonctions développées en termes de documentation, comme il y a pu y avoir après. D'accord. Alors, à l'époque, vous sentiez, sans parler de l'affaire Chaperon, vous sentiez les pressions, vous sentiez où vous étiez libre comme l'air de faire ce que vous vouliez, sans qu'il y ait de répercussions négatives sur votre action, etc. Vous sentiez qu'il y avait quand même un regard extérieur sur vous. Très franchement, on avait une assez grande liberté. On avait une assez grande liberté. Moi, je n'ai pas senti de pression quand j'étais à Lens. Bon, alors, si vous voulez, la question du travail à Lens, pour moi, c'était plutôt le fait que j'avais relativement peu de possibilités de programmer une action. C'est-à-dire que j'étais pris par le quotidien. Il y avait beaucoup d'accidents du travail, il y avait beaucoup de conflits du travail, et j'étais obligé en fait de boucher les trous. Avec le nombre d'entreprises que j'avais, le nombre de conflits, le nombre d'accidents, c'était les événements, et la survenance des événements qui déterminaient mon activité de contrôle. Alors, je m'étais quand même choisi quelques entreprises que je suivais plus particulièrement parce que c'était des entreprises où il y avait plus de risques, plus de problèmes et où il fallait une surveillance plus constante. Mais il n'y en avait que quelques-unes. Bon, la plupart du temps, c'était quand même, vous arriviez, vous dites, tiens, il y a un conflit dans telle entreprise, on vous demande d'y aller, bon, il y a un accident mortel qui est survenu dans telle entreprise, donc bon, il fallait y aller tout de suite. Plus la section, bon, sans être énorme, il y avait quand même des déplacements. Et oui, je crois qu'en fait, j'avais l'impression souvent de boucher les trous. J'avais pas l'impression d'avoir une action, avec le plan systématique de toutes mes entreprises. Bon, j'essayais quand même d'aller en voir un maximum, mais j'avais pas cette capacité de m'organiser pour un contrôle systématique. Et si on parle de l'affaire Chaperon, les huiles et goudrons et dérivés où est survenu cet accident du travail, c'était une entreprise que j'avais justement sélectionnée. C'est une des entreprises où je travaillais en permanence et je pense que c'est peut-être grâce à cela que le juge a pu avoir une action dans cette entreprise. Parce qu'il avait quand même un dossier qui était assez conséquent. Mais ça aurait été dans une autre entreprise, il y aurait probablement eu beaucoup moins d'éléments à donner à la justice. Donc Ville et Goudron, donc ils faisaient quoi? C'était quoi cette entreprise? C'était une grosse entreprise du département. C'était quoi exactement l'activité? Parce que... Alors, en fait, c'était une entreprise CDF Chimie, le groupe CDF Chimie, Charbonnage de France. C'était une entreprise qui fabriquait des produits chimiques, en particulier du brai de houille. Parce que c'est là où est survenu l'accident du travail, c'est dans le secteur brai de houille. C'était une entreprise qui faisait plus de 500 salariés. C'était une assez grande entreprise. Et c'était une entreprise où les Charbonnages de France, en fait, je pense qu'il y avait une obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'ils n'investissaient plus en investissement nouveau. Et même les investissements d'entretien n'étaient pas toujours faits. Corollaire de tout cela, en fait, il n'avait pas suffisamment de salariés, donc il faisait appel à des intérimaires. Donc il y avait un volant important d'intérimaires, et ces intérimaires servaient en fait de bouche-trou, c'est-à-dire que quand il manquait des postes, quand il manquait des ouvriers à certains postes, ils mettaient des intérimaires.
Et donc il y avait des intérimaires permanents qui allaient de poste en poste. Et ça posait des questions, d'une part sur le plan de la réglementation, et ça posait également surtout des questions sur le plan de la sécurité, parce que souvent ils passaient d'un poste à l'autre assez vite, et ils n'étaient pas toujours formés à ces postes. Donc là, j'avais fait de très nombreux courriers. J'assistais en général aux réunions de CHS. On faisait des visites en général à l'issue de ces réunions et je faisais après des observations. Donc il y avait un dossier qui était assez important, mais je ne parvenais pas à ce que je voulais, c'est-à-dire vraiment à un emploi beaucoup moins important d'intérimaire et beaucoup plus régulier, que les intérimaires ne soient pas le volant permanent, mais soient vraiment des intérimaires. Hein. Donc ça, c'était assez difficile. Et en fait, ce qu'on a appelé l'affaire Chaperon, on aurait pu appeler ça l'affaire Roland-Vuillaume, parce que le salarié qui est mort dans cet accident s'appelait Roland Vuillaume. Et si on regarde le profil de cet ouvrier, c'est assez symbolique de ce qui pouvait se passer dans un tel contexte. Parce qu'en fait, cet homme qui avait 48 ans, il avait le même âge que le directeur de l'entreprise. Le directeur avait 48 ans aussi. Il avait été employé avant dans le bâtiment et en 1957, il avait eu un accident du travail assez grave. Et il avait une incapacité à 67%. Il avait une pension d'invalidité à 67%. Et cette pension, qui était d'environ 130 € par mois, était insuffisante pour lui permettre de vivre, donc il travaillait. Et il était employé aux huiles goudron dérivées et il avait fait déjà plusieurs postes. Donc là, si vous voulez, ce qui est arrivé, c'est qu'il travaillait dans un secteur qui était un secteur assez dangereux, puisqu'il s'agissait de remplir des wagons la nuit. L'accident est survenu à 1h30 du matin. Donc c'était des wagons qui étaient sur une voie déclive, qui descendait. Et il y avait des freins que sur 1/6 des wagons. C'était le défaut du matériel ou c'était... Non, il n'y avait pas plus besoin de... C'était comme ça. Alors, comme il y avait quand même des risques que les wagons descendent, on mettait des cales sur les wagons. Et quand on voulait faire avancer les wagons pour mettre près de houille à l'intérieur, il fallait prendre un gros levier qu'on appelait un inspect et enlever la cale. Et là, en fait, c'est ce qui est arrivé, puisque on a enlevé la cale sous un wagon. Le salarié était devant un tampon de wagon et il n'a pas entendu, il y avait du bruit, enfin en plus il y avait des défauts d'éclairage. Le wagon est descendu et puis il a été pris entre les deux tampons et il a été tué. Bon, il n'y avait eu aucune formation de sécurité. C'était dans le noir, enfin, très mal éclairé. Les éclairages étaient obstrués par des dépôts de goudron. Bon, il y avait un règlement qui aurait dû être affiché sur le travail sur les voies ferrées avec un certain nombre d'indications qui n'étaient pas non plus affichées. Et donc voilà. Alors moi j'ai fait une enquête. Alors, pourquoi il travaillait la nuit? C'était posté, c'était un travail posté, c'était un travail où on travaillait 24 heures sur 24. Faire une grosse production, il y avait 3 équipes. Et il y avait une équipe de nuit. Alors moi j'ai fait mon enquête, l'accident était arrivé le 23 janvier à 1h30 du matin. J'ai fait l'enquête le lendemain dès que j'ai su que cet accident était survenu, donc avec le patron, avec les délégués au CHS. Et puis, je n'étais pas très content de cette enquête parce qu'il y avait des choses que je ne voyais pas. Et je suis revenu la nuit suivante à 1h30, donc à la même heure que
laquelle l'accident était arrivé la veille. Là, je suis arrivé inopinément. Je me suis retrouvé avec l'équipe, la même équipe qui avait connu l'accident la veille.